Le réchauffement climatique et la montée des eaux. Karine Claireaux, sénateur maire de Saint-Pierre, est aussi présidente du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Elle revient des assises de l'économie de la mer. Nous verrons quel est l'état des littoraux français. Réchauffement climatique, énergie renouvelable, des thématiques fortes du moment, des inquiétudes et des mesures à prendre en amont pour lutter contre la montée des eaux. Des sujets au cœur des préoccupations du Conseil national des littoraux et de la mer. Une instance présidée par Karine Claireaux, sénateur maire de Saint-Pierre. Elle est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de revenir sur votre actualité, une réaction, on vient de le voir, la nomination de Yannick Cambray au CESE. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est le choix du gouvernement. Je pense que je n'ai pas à commenter le choix du gouvernement. Monsieur Cambray va maintenant faire partie donc des élus et, je l'espère, travailler de manière active au sein du Conseil des élus que l'on réunit quand même sur des grands sujets qui touchent l'archipel. Donc voilà, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Ça va être un atout ou un allié pour l'archipel en ce qui vous concerne ? Écoutez, en tout cas, moi, c'est quelqu'un avec qui je vais travailler si il veut bien travailler avec moi. Donc là-dessus, je n'ai pas d'idée préconçue, si vous voulez. Moi, j'ai l'esprit ouvert et je travaille avec qui veut bien faire avancer les dossiers pour l'archipel. Alors pour revenir à votre actualité, Assises de la mer, les journées de l'Association nationale des élus du littoral, le colloque sur le 7e continent. Ces dernières semaines, vous avez initié ou assisté à plusieurs rendez-vous majeurs portant sur ces questions. Alors on ne va pas détailler chacun dans le détail, mais tous ont un fil rouge, ces préoccupations environnementales. Le littoral français fait l'objet de beaucoup d'attention. Quel est l'état des lieux dressé ? Écoutez, l'état des lieux, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de difficultés à réglementer ce littoral. On a soit beaucoup de schémas qui sont faits sur la terre et qui sont faits pour la terre, et puis on a assez peu de réglementation en mer. Donc, il faut arriver à concilier les usages, à concilier les activités et à avoir une gestion cohérente et une gouvernance cohérente, en fait, entre la terre et la mer. Le littoral a une grosse charge aujourd'hui au niveau de la population, parce que c'est vrai que la borne côtière est quand même très habitée, et puis d'un autre côté souffre quand même de certains maux, notamment le réchauffement climatique, les risques de submersion, et c'est aussi valable pour les côtes hexagonales que pour les outre-mer. Donc ce sont des sujets qui ont vraiment été très lourds, je dirais, et auxquels il faut maintenant, en tout cas, réussir à apporter des réponses parce que les élus sont inquiets, parce que les populations sont inquiètes. Et d'un autre côté, il y a des exemples qui sont extrêmement intéressant, et on voit dans des zones comme notamment la Charente-Maritime ou encore certaines zones en Méditerranée ou ailleurs où il y a des exemples de réussite très intéressantes. Alors soit après des catastrophes, malheureusement il a fallu certaines catastrophes pour que des mesures soient prises, soit parce que le bon sens a pu primer à un moment donné et que des gens éclairés ont fait des propositions pour protéger ce littoral avant qu'il n'arrive quoi que ce soit. Donc c'est tout ça, en fait, notamment aux journées de l'ANEL, qui est l'Association nationale des élus du littoral. On a vraiment beaucoup travaillé sur les solutions, sur la gouvernance, sur le besoin que le Conseil national de la mer et des littoraux puisse jouer un rôle extrêmement important, parce que c'est lui, à travers les conseils maritimes de façade et les conseils maritimes ultramarins, qui va faire remonter l'information vers le gouvernement, et c'est en fait ascendant et descendant. C'est-à-dire que la stratégie, elle ne sera valable que si les élus qui sont sur les façades, soit dans l'Hexagone ou en Outre-mer, s'approprient les mesures qui vont être proposées, parce que du coup, elles vont être réellement utiles aux populations. Et il faut qu'on agisse très vite. Alors, parce quelles qu'on seraient n'a pas... les solutions alors, qui se sont dégagées ? Alors ça dépend vraiment. On n'a pas dégagé de solution particulière, et chaque territoire, je dirais, chaque façade a ses propres problématiques et donc par conséquent ses propres solutions.
Mais ce qui se dégage surtout, c'est une volonté d'agir des élus pour devancer un certain nombre de phénomènes ou en tout cas les ralentir. Les communes que vous avez visitées, est-ce que vous avez noté des exemples à suivre? Il y a un exemple qui est très intéressant, qui est celui de Châtelaillon-Plage en Poitou-Charentes. Quand vous voyez le travail qui a été fait, en fait, on a gagné sur la mer. On a fait une plage artificielle, mais avec des matériaux naturels. Donc, on se protège en fait de l'érosion, on se protège de l'assaut de la mer. Et donc, normalement, cette ville sera protégée des épisodes malheureux qui pourraient arriver à un moment donné à travers des tempêtes ou des phénomènes d'érosion que l'on ne prévoit pas malheureusement toujours. Alors vous le disiez, la particularité du littoral, c'est une zone qui est peu réglementée et qui du coup laisse la porte ouverte à des pratiques qui aujourd'hui sont dénoncées. Je pense par exemple aux cabanes sauvages. Oui. Alors, des cabanes sauvages, mais qui sont bien installées sur le littoral. Et j'ai eu l'occasion, donc, à ces journées de l'Anel, d'aller visiter notamment la plage de Ramatuelle. Et donc, c'était le maire de Pamplonne qui m'a amené la visiter. Quand vous êtes sur la plage, en fait, vous voyez la mer en face de vous, mais rien sur la droite et rien sur la gauche, parce que c'est obstrué par ces cabanes qui sont là. Alors, ce sont des restaurants qui se sont implantés. Et puis, on gagne sur la mer petit à petit et à un point tel que parfois, quand on est à la mer haute, les gens ne peuvent même plus se promener sur la plage parce que tout est cloisonné. Donc il faut arriver à faire en sorte que ça disparaisse, qu'au moment de l'été, il y ait des installations qui reviennent, mais que ces installations, elles soient mobiles et qu'en tout état de cause, elles ne fassent pas prendre de risques supplémentaires au littoral français. Alors ça peut être effectivement en instaurant une loi ou éventuellement une charte de bonnes pratiques. Quelle est l'urgence d'intervenir pour protéger nos littoraux ? Alors l'urgence, écoutez, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. On n'a pas 30 ans, 50 ans, 100 ans. Il ne faut pas attendre que la mer monte. On a 10 ans pour trouver des solutions et essayer d'être le plus efficace possible pour parer à un certain nombre de problématiques auxquelles on va devoir faire face à ce moment-là. Et dans ces 10 ans, je crois qu'on peut être suffisamment efficace en allant chercher des exemples ailleurs. Il y a d'autres pays que la France qui souffrent de ces problèmes que nous connaissons. Et donc, il faut aller chercher les exemples qui ont bien fonctionné, les bonnes pratiques, et puis réfléchir intelligemment à comment protéger notre littoral. Ce sont parfois des choses toutes simples qu'on peut mettre en place. On voit certaines dunes, et notamment la dune de Miquelon-Langlade. On a vu que sur certaines zones, il y avait des solutions quand même assez simples pour que le sable vienne se remettre autour des travaux qui avaient été faits et donc reconstituer des butereaux ou ce genre de choses. Je pense que ces pratiques-là, en amenant un peu plus de sable, en amenant pas forcément de l'enrochement, parce que c'est pas forcément la bonne solution. Au contraire, le sable après fuit entre les enrochements. Et là, vous parlez aussi de Miquelon et à Saint-Pierre. Saint-Pierre, le problème n'est pas tout à fait le même. On est plus un caillou sur Saint-Pierre, donc les risques d'érosion marine ne sont pas tout à fait les mêmes. Miquelon, c'est plus du sable. Il y a l'isthme aussi qu'il faut protéger. Donc, il y a un certain nombre de choses. Mais que ce soit à Saint-Pierre et Miquelon, que ce soit en Polynésie, que ce soit ailleurs en Outre-mer, en fait, il faut avoir réellement deux mots qui reviennent régulièrement, c'est résilience. Il faut être offensif, il faut aller vraiment lutter contre ces phénomènes et faire en sorte de préserver les populations. Et puis, il y a maritimisation. Parce que malheureusement, mis à part les Polynésiens et Saint-Pierre-et-Miquelon, même dans les Outre-mer, assez peu d'habitants sont tournés vers la mer, ils sont beaucoup plus tournés vers la terre. Et ça, il faut changer les esprits aussi pour voir à quel point le littoral est important et va préserver l'intérieur des terres. Et nous en reparlons effectivement dans notre page nationale. Alors, autre sujet d'actualité, la création d'une SPL, Archipel Aménagement, société publique locale. Le conseil territorial et la mairie de Miquelon en font partie, pas la mairie de Saint-Pierre. Selon Stéphane Artano, cela fait 15 ans que vous n'avez pas confié de projet à la SODEPAR et la mairie de Saint-Pierre ne fera pas partie de cette société publique locale.
Non, mais la réponse est effectivement claire, sauf qu'il répond sur la SPL et il ne souhaite pas effectivement que la mairie en fasse partie, mais il ne répond pas à toutes les autres questions que je pose, même dans les 2 courriers que j'ai eus en réponse. Je crois qu'il faut prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Il faut réaliser que la SPL, c'est un outil qui est vraiment en fait le bras armé des collectivités, que cette SPL, la mairie de Saint-Pierre, y avait toute sa place, tout simplement parce que c'est un outil qui se fait à l'échelle d'un territoire et pas seulement, oui, il faut au moins 2 collectivités, mais sur Saint-Pierre-et-Miquelon où on a 3 collectivités, il paraissait quand même un peu logique que la mairie de Saint-Pierre puisse y adhérer, y entrer. Il faut 2 collectivités pour créer une SPL. Donc il dit la mairie de Saint-Pierre peut créer sa propre SPL, mais il lui faudra une 2e collectivité. Elle va chercher qui? La mairie de Miquelon, qui est déjà impliquée dans la SPL que le conseil territorial vient de créer. Donc tout ça, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul. Et je me pose un certain nombre de questions aujourd'hui que j'ai posées d'ailleurs dans mes différents courriers. C'est quoi ce projet de SPL? Moi, je me demande aujourd'hui quelle est la finalité. Est-ce que c'est à terme pour supprimer la SODEPAR? Je me pose réellement la question parce que la SODEPAR n'est pas un outil qui convient avec des gens à l'intérieur qui ne conviennent pas non plus. Je crois qu'il faut aussi voir jusqu'où on doit pousser les questions, la réflexion. Et puis, cette SPL qui est créée, est-ce que ça n'est pas un acte manqué de la part du président du conseil territorial qui finalement, même s'il s'en défend, pense à la collectivité unique quelque part et donc... Selon lui, s'il y a une collectivité unique, il n'y a pas de société publique locale. Mais il n'y aura pas de SEM, pas de société publique locale, pas de syndicat mixte. Mais il est en train de faire quoi aujourd'hui? Il est en train de, et je le redis, d'avoir la main mise en fait sur une SPL où il ne laisse pas entrer une 3e entité qui pourrait contrebalancer, je dirais un petit peu, les décisions qui pourraient être prises, qui pourraient apporter un volume de travail supplémentaire, qui pourraient donner du grain à moudre à cette société publique locale. Et la mairie de Saint-Pierre y a tout autant intérêt que n'importe quel autre, mais bien sûr, et je continuerai de demander à y entrer, tout simplement parce qu'on n'a pas besoin de passer par la publicité, par exemple, par des appels d'offres quand on a affaire à une société publique locale, que si demain, moi, je demande à la SODEPAR de travailler pour moi, je ne vais pas demander spécifiquement à la SODEPAR. Je vais faire un appel à concurrence et la SODEPAR pourra être une des entités qui répondra à cet appel. Mais on ne travaille pas comme ça en direct avec une SEM. Donc je crois que tout ça, ce sont des réponses qui sont diffuses. On essaie... Et le président est très habile là-dessus. Il essaie de noyer le poisson, mais on ne comprend pas bien le but final qui est le sien. Et moi, je le redis, je pense que c'est un acte manqué de sa part. Merci beaucoup, Karine Clairaut, d'avoir répondu à notre invitation. Restez avec nous puisque le sujet qui suit vous intéresse également. Une cérémonie a été organisée cet après-midi pour la réédition du livre d'André Le Bailly et vous avez prononcé un discours touchant à cette occasion. Voilà, un ouvrage rédigé par André Le Bailly et réédité par Jean-Jacques Oliviero. En bonus, des textes et des illustrations supplémentaires pour une version enrichie. Karine Clairaut, donc vous aviez donné un discours qui était très touchant. C'est une personne que vous connaissiez bien, André Le Bailly. C'est une personne qu'on avait tellement plaisir à écouter, que l'on suivait. Et puis elle retenait toujours l'attention, André, avec son académie, avec toutes les émissions qu'elle avait pu préparer et auxquelles on a été nombreux à participer aussi. Moi, j'ai souvenir de jeux le dimanche après-midi où on avait des familles entières et qui se mettaient autour de la table et qui cherchaient, en fait, pour répondre aux questions préparées par André Le Bailly. Et puis, c'est une grande dame. C'est une grande dame qui a vraiment beaucoup œuvré. Elle adorait l'histoire et celle de son archipel en particulier. Cet ouvrage qui était sorti il y a 30 ans, il était déjà extrêmement important pour nous, pour notre jeunesse, pour que l'on connaisse bien et qu'on s'approprie l'histoire de notre archipel. Et donc là, le fait de le rééditer, de le réactualiser avec un travail de fourmi qui a été fait par Jean-Jacques Oliviero, et vraiment je l'en remercie parce que c'est un travail magnifique et sérieux
sérieux comme on sait que Jean-Jacques travaille. Et donc, on a un bel ouvrage aujourd'hui. Il va être mis à disposition des classes dans les écoles qui donc ont l'histoire de l'archipel au programme. Il sera dans les bibliothèques des écoles. Vraiment, on veut que ce soit un ambassadeur de l'archipel pour faire mieux connaître et que ce bicentenaire, il soit quelque part une belle occasion de montrer un peu partout ce qu'est cet archipel, ce que sont ses habitants et à quel point l'archipel est important pour la France et la France pour l'archipel. Voilà, un bel ouvrage et un bel hommage. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon, histoire de l'archipel et de sa population. Merci à Karine Cléon. Merci.